suis énormément admiratif de ce que vous faites. Parce que quand j'étais petit, je voulais devenir informaticien. Mais j'ai pas réussi comme vous, en fait. Je me rappelle, j'avais fait au CPLN, enfin, pour ceux qui sont de Neuchâtel, les journées de visite des classes d'informaticiens. C'était en 2000 et quelques. Et j'avais envie de faire du software et puis on m'a montré énormément de trucs avec verre, des cartes bizarres. Il fallait souder et je dis non, je veux pas ça. Et puis j'ai changé de voie et j'ai finalement fait dessinateur en machine parce qu'on pouvait voir un logiciel de conception assisté donc en 3D et j'ai dit c'est vachement plus cool. Mais après coup, avec toutes ces années, je me dis que j'aurais dû faire informaticien. C'est pas trop tard. Et j'en fais un peu, enfin indirectement. J'utilise ce que les informaticiens développent parce que c'est eux qui font avancer énormément de choses, de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de nouvelles idées. Je vous raconte un tout petit peu mon parcours, c'est que donc j'ai fait de la conception industrielle, ensuite j'ai travaillé dans la conception industrielle, j'ai fait de la gestion de projet dans l'industrie, et à un moment donné, je me suis un peu arrêté en me disant, mais en fait, comment est-ce qu'on a de nouvelles idées ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'on transforme ces idées qu'on a dans notre tête en quelque chose de tangible, valorisable, viable, et potentiellement peut-être une entreprise ? Et c'est comme ça que j'ai démissionné en 2012, et j'ai tenté de créer ma boîte, j'ai fait plein de conneries, et finalement je suis arrivé à peu près à créer quelque chose. Et je vais tenter de vous présenter, d'une part, la méthodologie que j'ai développée en piquant plein d'idées à plein de gens, des exemples pratiques de cette méthodologie que j'ai appliquée dans des projets qui ne sont pas informatiques, en tout cas pas complètement. Donc je suis désolé si ça ne va pas être totalement informatisé. Et puis je vais vous parler aussi d'une autre expérience qui est, on va dire, la retranscription de cette méthodologie dans quelque chose d'un peu plus physique, qui est le livre Faire, qui est là-bas au bout. Je viendrai dessus de comment est-ce qu'on l'a fait, parce que là il y a un peu plus d'informatique, je pense que ça va plus vous intéresser. Donc tout au début, quand je me suis intéressé à l'innovation, je me suis rendu compte qu'il existait énormément de méthodes assez miracles, de consultants qui proposent des solutions pour arriver à développer des choses. Peut-être vous connaissez, certains parlaient de Agile. Alors vous êtes des stars de l'Agile, c'est pas du tout mon domaine, mais j'ai découvert ce que c'est et puis on l'applique dans des projets industriels, donc c'est très intéressant parce que les ingénieurs mécaniques ont un problème avec les ingénieurs informatiques. Enfin, ça passe pas trop et puis on arrive à faire que ça fonctionne. Donc je présenterai ça aussi. Le design thinking, je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler du concept design thinking. Levez la main, ceux qui ont déjà entendu parler de design. Ok, ouais, un 10%. Lean Startup, ça vous dit quelque chose? Hein? Et le Minimum Viable Product, MVP, 1, 2, 3, enfin un 10%. Ok. Donc en gros, il y a plein de solutions. Et puis ça, ce qui est tout au fond, c'est en gros la version chaotique. En gros, tu essaies de développer des solutions en faisant un peu n'importe quoi, en espérant que quelque chose arrive. Ça marche aussi. Mais je ne vais pas vous parler forcément de ces méthodologies-là, mais je vais plutôt piquer des choses qui sont là-dedans et vous présenter comment est-ce qu'on le fait nous dans les projets, parce que là j'ai de l'expérience. Je ne pourrais pas vous parler par exemple de comment on a créé Twitter, parce que j'étais pas là, ni Airbnb ou Facebook, pour ça il y a des films. Je vais plutôt vous parler donc de la manufacture d'idées Think to Make, qui est une société de services en innovation basée à Neuchâtel, à 500 mètres d'ici, dans les bâtiments de la Poste. Je parlerai aussi de ça. Et au sein de Think to Make, donc, que j'ai créé après avoir démissionné, travaillé avec une société de consulting en brainstorming, je me suis lancé avec Think to Make, où j'ai essayé de comprendre justement quels étaient les éléments vraiment méta pour arriver à faire des idées. L'équipe de Pindex présentait avant justement un peu ces démarches d'une manière, avec votre expérience à vous, j'ai trouvé ça super intéressant. Je vais aller un peu plus là-dedans en fait, en essayant de montrer ce qu'on a découvert. Donc tout au début, quand j'ai commencé à faire de brainstorming, génération d'idées avec les gens, que ce soit pour des clients industriels, que ce soit pour un indépendant qui veut développer une prochaine app révolutionnaire qui va changer le monde, que ce soit pour une boucherie, que ce soit pour un magasin de textile, enfin j'en ai fait sur tous les projets et on a essayé d'extraire des éléments universels.
qui peuvent être appliqués pour tout type de sujet. Donc j'espère que ça sera aussi applicable dans votre réalité à vous. Et ça consiste en 3 éléments: les places, les personnes et les processus. Je commencerai par les processus, c'est-à-dire quand j'essaye de développer une nouvelle idée, je peux attendre que ça me tombe dessus, un peu d'une manière chaotique, ou je peux mettre en place un process. Les deux fonctionnent, mais quand on travaille avec plusieurs personnes, dans plusieurs départements, ou avec différents points de vue, ou différentes cultures, c'est intéressant de mettre en place une démarche. Et cette démarche, elle consiste un tout petit peu avec ce processus, avec une phase de opening, enfin la phase de divergence. Enfin, vous savez, qui a déjà fait des brainstorming ici? Ok. Qui a eu des bonnes expériences avec des démarches brainstorming? Qui trouve ça vraiment inadmissible, les brainstorming, super ennuyeux, ou qui déteste ça? Ok. J'ai plutôt un public captif, ça me fait plaisir, vous avez le même intérêt. Je vais aller un peu plus loin que juste le brainstorming, mais plutôt parler de ce qui est sous-jacent. Donc dans le processus, il y a une phase de divergence. Donc c'est quand on ouvre le champ pour développer, pour essayer de chercher de nouvelles inspirations. C'est quand on est tout seul, c'est quand vous marchez, vous observez quelque chose ou vous discutez avec quelqu'un. Mais en fait, on peut mettre en place quelque chose de beaucoup plus structuré avec des méthodes de questionnement. Donc c'est ce qu'on utilise dans la phase de divergence. Et la phase de convergence, c'est quand vous rentrez dans une démarche plutôt d'évaluation. Vous donnez des points, des likes à des idées, et puis vous commencez à dire, ok, cette idée a plus de points, celle-là moins, donc ça c'est de la merde, et ça c'est génial. C'est à peu près ça. Tout le monde connaît les phases de convergence parce qu'on est dans une démarche plutôt rationnelle. On nous a appris à l'école ces méthodologies-là. On sait comment évaluer, structurer. Les démarches de divergence, un peu aussi, c'est-à-dire on va poser des questions et on va essayer de trouver des bribes de solutions. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est souvent dans cette phase ici, dans la phase d'émergence, que les solutions maturent. C'est-à-dire pour arriver à ce que j'ai montré avant, que ce soit Twitter avec un minimum viable product, c'est-à-dire une solution minimum utilisable, il faut aller un peu plus loin que juste poser des post-it. Il faut structurer la chose. Mais il faut quand même rester suffisamment ouvert pour amener d'autres éléments à l'intérieur. L'équipe d'avant parlait de ça un peu. Et on s'est rendu compte que, alors, les méthodologies de brainstorming, de design thinking, qui sont toutes des méthodes qui sont nées à la base donc, du brainstorming dans les années 60, où une agence de marketing avait développé la base du brainstorming, qui ne s'appelait pas brainstorming, et qui a ensuite été développée par l'université de Buffalo aux États-Unis, et qui est devenue en fait une méthodologie que les gens connaissent sous le nom de brainstorming. Et par la suite, le design thinking est venu par plutôt des designers pour amener une approche plutôt développement de produits. Enfin, ça c'est un peu la partie parenthèse culture générale sur les brainstorming. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut amener à ce que de nouvelles solutions émergent. Et j'aimerais avoir un peu votre feedback là-dessus. Comment vous faites pour arriver de post-it à des solutions déjà tangibles? Comment vous faites, vous, dans votre métier, dans votre job, à l'école, ou j'en sais rien, les week-ends? Des prototypes. Qui est-ce qui a dit ça? Oh, merci. Faire des prototypes. Alors, chez nous, on appelle ça des POC, des proof of concept. Proof of concept, ouais. Proof of concept, oui. Puis, ok. Donc c'est quoi? C'est en gros, tu peux te cliquer dessus et ça passe à la prochaine page. C'est ça? Ouais, ça peut être un prototype. En informatique, ça pourrait être un produit où tu peux presser play et puis ça enregistre par exemple. Ce genre de choses. D'autres méthodes? Ça peut aussi se faire avec du papier, simplement. Ouais. On dessine notre application, puis on dit si on clique là, on met une autre page. Oui. C'est aussi un autre support. Exact. Et c'est exactement ça. En fait, ce qu'on essaye de faire dans cette phase-là, c'est de faire des proof of concept, mais d'une manière le plus basique possible. Donc on va plutôt faire, je parlais du minimum viable product, donc on va plutôt essayer de raconter une histoire du fonctionnement, sans aller dans la profondeur en fait. Parce qu'une fois qu'on a défini le storytelling, l'histoire qu'on va raconter, finalement, on a suffisamment d'inspiration, c'est suffisamment mature, mais on n'a pas encore critiqué quelque part, parce qu'on est encore dans une phase à ajouter des choses ou à enlever des choses, on n'est pas décidé. Donc ça, c'est la manière qu'on a de
de faire le processus. Enfin, je pourrais aller plus dedans, mais il y a suffisamment de données dans le livre. Et puis, j'aimerais surtout vous parler encore d'autres choses. C'est-à-dire, il y a les process, c'est une bonne chose, mais ça suffit pas. On s'est rendu compte qu'en faisant ces processus, et puis ces proof of concept, des brainstorming, etc., on avait souvent des ingénieurs avec des ingénieurs pour avoir des résultats d'ingénieurs. Vous voyez un peu le style? Ou encore pire ou mieux, je ne sais pas, des marketeurs avec des marketeurs, et ça donnait des idées de marketeurs. Ou le pire, ça c'est ce que j'adore le plus, c'est des RH avec des RH pour avoir des idées d'RH. Enfin, on peut faire ça avec tout le monde. Et on s'est dit, mais qui sont les gens qu'on doit impliquer pour avoir une diversité des points de vue? Et on a commencé à amener les représentants, c'est-à-dire les gens qui ont l'expertise sur le sujet, donc c'est ce que vous avez l'habitude de faire, et on a commencé à chercher des autres personnes, des gens qui vont venir renverser les points de vue. Donc au début, on a commencé à dire, on va mélanger justement des informaticiens avec des designers ou des créatifs d'école d'art, etc. Et on s'est cassé la gueule. Parce que ça marche pas comme ça marche pas juste parce que quelqu'un est un peu hipster que forcément il a des bonnes idées. Ou qu'il a fait une école d'art que forcément ça va marcher. On s'est rendu compte qu'il fallait aller un peu plus en amont, c'est-à-dire définir les zones d'ombre dans le projet et d'aller chercher vraiment des experts pointus sur les zones d'ombre. Je viendrai avec quelques exemples, enfin un exemple un peu plus matériel par la suite. Mais quand tu amènes quelqu'un qui est complètement outsider, on va dire un expert de son domaine, mais qui est différent de l'équipe de représentants, il faut amener quelqu'un qui va gérer ce processus. Et là, c'est un peu notre job, c'est ce que je fais la plupart du temps avec mes clients, c'est le rôle de facilitateur. Le facilitateur, c'est un peu l'animateur de brainstorming, mais qui a suffisamment de compétences dans le sujet qu'il traite. Je l'ai découvert parce que j'ai fait des erreurs dans le domaine bancaire, donc j'ai travaillé dans le domaine bancaire, j'ai rien compris. Et je me suis dit, plus jamais je travaille dans le domaine bancaire. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait deux axes. Il y avait l'axe de compétences d'animation, c'est-à-dire, on va dire, dynamique de groupe, gestion des interactions, et l'axe expertise du domaine dans lequel tu interviens. Et le facilitateur, il est un peu en transverse, c'est-à-dire il doit être autant bien gérer le groupe, mais autant comprendre les thématiques, les sujets qu'on est en train de traiter. Ça, c'était le deuxième niveau, c'est-à-dire les processus, les personnes. Et le troisième, on s'est rendu compte que si on faisait des réunions de brainstorming ou recherche d'idées dans une zone très salle de réunion, ça marchait pas super bien. Après, on a dit, on va faire vachement différent et puis on va aller faire des brainstorming au Queen Kong Café à la Casa Choc. On a fait ce genre de choses. Ou on va le faire dans un bus quand c'est un projet pour les transports publics. Ou dans un autre site. Et puis on a testé plein de trucs et c'était chouette. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment 3 zones qu'il fallait gérer. C'est-à-dire quand vous vous réunissez avec des équipes pour réfléchir, il faut passer par ces 3 zones. Il y a une zone d'idéation qui est une zone plutôt lumineuse. Donc c'est pas forcément ici typiquement. Il faudrait plutôt être à l'extérieur, plutôt d'être si possible un peu aussi dehors, qui va aider à faire des connexions avec l'extérieur. Une zone de conception qui va être cette zone un peu plus tamisée. C'est la zone d'analyse. Donc on va se mettre autour d'une table un peu avec la lumière comme l'inspecteur, vous voyez, et puis on va réfléchir là autour. Et la zone de réalisation, bon, ça c'est un peu l'espace de travail habituel d'une entreprise, dans les grandes lignes. Donc ça c'est les 3 éléments à garder à l'esprit pour la prochaine fois où vous faites une démarche de génération d'idées avec les autres. Parce que quand on parle de innovation collaborative, c'est des mots très pompeux, mais derrière, ça signifie juste créer de nouvelles idées qui seront valorisables, si possible économiquement ou autrement, en le faisant avec d'autres personnes, qui sont souvent assez différents de nous-mêmes. Donc ces 3 éléments vont aider, et on a j'ai actuellement fait une centaine de fois avec cet outil-là, où j'ai piqué plein de petites choses, et sur d'autres méthodologies, mais globalement ça fonctionne plutôt très 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 bien. Donc un exemple que je vais vous citer, je vais vous montrer dans les grandes lignes sans aller dans les profondeurs, parce qu'il y a d'autres choses qui est aussi, je pense, plus pertinent pour vous. C'est un projet qu'on a fait avec la société Felco. En fait, on a fait plusieurs projets. Vous connaissez la société Felco, le sécateur? C'est pas de l'informatique, mais c'est palpable, donc c'est plus simple. Ils sont venus vers nous en disant, on aimerait trouver le futur packaging pour nos sécateurs. Donc ils vendent 1 million de sécateurs, je crois. Et puis donc ils avaient mis en concurrence 6-7 sociétés de design, packaging, graphisme et autres.
pour réfléchir. Et nous, au lieu de leur proposer des solutions toutes faites, bon ça c'était une phase d'évaluation, on a fait différemment, c'est qu'on a plutôt réuni les équipes de chez eux dans une session de brainstorming, mais avant de les réunir dans cette session d'aménagement avec ces 3 P, process, place, personne, on a fait quelque chose d'autre, c'est que le cahier des charges nous a permis de définir des éléments que l'entreprise avait pas vraiment réfléchi. Typiquement, l'expérience que la personne va avoir avec le produit, au moment où il le prend en main, ce genre de choses. Il nous disait des choses du style, nos produits sont volés dans les magasins, parce qu'il faut savoir qu'un sécateur Felco coûte à peu près, je pense, 70-80 francs, et un autre chinois coûte à peu près 10 francs. Donc c'est tentant, et en plus c'est des bons produits, donc c'est tentant de les voler. Mais il ne nous donnait pas toute l'histoire, en fait, toute la problématique. Donc on a travaillé avec un anthropologue, avec des designers en retail, enfin ceux qui font dans les magasins l'aménagement, le mot ne me vient pas. Et on a cherché des informations, et ces informations on les a amenées sous un brainstorming dans nos anciens locaux. Donc on voyait dans le fond un peu les sessions de travail avec les équipes. Et finalement on leur a montré une solution qui était totalement contradictoire de ce qu'ils voulaient, parce que les gens ont quand même des pensées de ce qu'ils veulent, même s'ils ne vous le disent pas. Et on leur a montré que finalement la solution qu'ils voulaient, donc là ça c'est la solution actuelle du sécateur, donc la tête de coupe est vers le haut. Eux, dans leur imaginaire idéal, ils voulaient plutôt avoir le packaging Apple. Vous voyez, le packaging un peu, vous l'enlevez et puis il est incroyable, vous voyez, blanc. Enfin pour ceux qui aiment Apple, pour ceux qui n'aiment pas, bah, tant pis. Et ils voulaient un peu ça, et on leur a dit ouais ça c'est votre idéal, mais basé sur quoi? Et en fait c'était basé sur rien, c'était juste basé sur l'envie. Et en allant faire des observations avec l'anthropologue sur le terrain, on s'est rendu compte que les utilisateurs, eux, et les acheteurs, ils avaient des besoins totalement différents. Un des besoins, c'était que les gens voulaient toucher le produit avant de l'acheter. C'est pour ça qu'ils ouvraient les paquets, et de temps en temps, ils les volaient. Ça arrive. Et sur cette base, on a commencé à réfléchir sur comment on pouvait faire. Donc on a fait plus de 3 mois de travail, avec des journées entières à faire des designs de tout type, pour arriver à un truc qui ressemble à peu près à ça. Donc en gros, on est arrivé en leur disant on va faire totalement l'inverse de ce que vous faites actuellement. Au lieu que la tête de coupe soit en haut, elle sera en bas à partir de maintenant. Mais si tu arrives dans une entreprise ou dans une équipe et tu dis de faire totalement l'inverse de ce qu'ils font maintenant, autant dire que ça va être chaud quoi, pour faire passer le message. Et en plus nous-mêmes, on ne savait pas que ça allait être cette solution-là. Donc, il a fallu faire des itérations. Vous connaissez les concepts d'itération, enfin, c'est plus votre métier. Et on a amené ces méthodes par itération de développement d'idées à faire comprendre à l'ensemble des personnes que cette solution avait plus de valeur qu'une autre. Donc, en fait, au fond, toutes ces démarches de créativité, de génération d'idées, c'est que des outils pour mettre les gens d'accord. C'est que de l'humain. C'est pas de la technique, en fait. Mais l'intérieur, c'est de la technique. Donc, si vous faites face dans vos activités à des problèmes humains, est-ce que vous avez déjà fait face à des problèmes humains dans vos activités? Levez la main. Ok, ça me plaît. Moi aussi. Donc, gardez à l'esprit ces 3 P. Voilà. Et puis, si vous voulez en savoir plus, le bouquin est là, on peut discuter après. Mais maintenant, je vais vous parler d'autres exemples. Donc ça, c'est un exemple entreprise, client. Mais j'ai d'autres exemples de démarches qu'on a fait avec un peu le même état d'esprit. Donc j'ai ma première société qui est la manufacture d'idées Think to Make. J'ai une deuxième société qui est Coworking Neuchâtel. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Coworking Neuchâtel? Ouais, quelques personnes. Donc Coworking Neuchâtel, c'est le premier espace de coworking du canton de Neuchâtel. En gros, c'est un espace de travail collaboratif, un espace ouvert à des indépendants, entrepreneurs, télétravailleurs et autres. Et on a créé ça parce que j'avais besoin de bureau, en fait. C'est tout. En 2012, quand je me suis mis à mon compte, j'ai passé d'un département R&D, on était plus de 100, je crois, à travailler depuis chez moi. Et j'avais juste pas envie de travailler pour les 60-70 prochaines années dans ces conditions-là. Et j'ai rencontré un mec qui était dans un bistrot, qui était aussi sur son ordinateur. Et puis on a commencé à papoter, et puis on s'est dit, mais ça serait cool qu'on crée Coworking Neuchâtel. On s'est revu le lendemain, on a créé coworking-neuchâtel.ch. En 45 minutes, le site web a été lancé. Et puis, voilà, Coworking était né. En gros, on n'avait rien à part un site web. Finalement, la sauce a pris, elle a tellement pris que
on a créé depuis peu une société, donc j'ai une deuxième société, et où j'ai une collaboratrice. Donc ça, c'est assez marrant de se retrouver du jour au lendemain. En fait, t'es à ton compte. Déjà, tu galères. Et après, t'as encore quelqu'un que tu dois gérer, qui va aussi galérer avec toi. Donc, c'est assez marrant. Mais bon, c'est très intéressant comme expérience parce que, humainement parlant, c'est très riche. Ça, c'est nos locaux. Donc, on est dans le bâtiment de la Poste depuis quelques mois. Donc, le bâtiment historique au quai. Donc, c'est un bâtiment qui a été inauguré le 1er avril en 1896. Nous, on a déménagé aussi le 1er avril, mais en 2018. Et là, on a vraiment procédé aussi par cette démarche de ces 3 P, c'est-à-dire qu'on a commencé à réunir des gens qui avaient différentes compétences, qu'on avait définies quand même à la base, plus nos potentiels utilisateurs, et on a fait ce processus de réflexion qui a duré assez longtemps, et ensuite on a fait un POC, et donc notre POC à nous, c'était des journées pop-up dans les bars de Neuch, dans les cafés de Neuch. Donc on donnait rendez-vous aux gens, et on se disait, ce matin, la demi-journée, on est, je sais pas moi, à l'Aubier, ou au bistrot du concert, et vous pouvez venir travailler, on va travailler ensemble. Le cafetier nous met à disposition les locaux, et on va payer notre consommation, et puis on va travailler ensemble. On fait connaissance, et potentiellement, il y a des choses qui peuvent naître. Donc voilà un peu la naissance quelque part de notre projet. Et finalement, les itérations qu'on a fait, c'était à chaque fois tester les besoins. Ce qui était un peu compliqué, c'est quand tu arrives avec un concept qui est assez américain, coworking, les gens pensent que tu es une agence de placement. Donc ils viennent te voir avec leur CV et puis tu leur dis non mais en fait je travaille ici, je fais autre chose. Et après ils te disent il faut quoi, je fais des idées, alors c'est foutu quoi, tu les as perdus complet. Enfin bref, on a passé par plein de chemins et ces chemins, je les ai résumés justement dans un 3e projet que je vais vous présenter aussi, qui est le livre Faire. Donc le livre Faire, un de notre POC, c'était ça. Donc ça, c'était la première version de notre bouquin. Et ça, c'est la version finale, en fait. Donc il a un peu changé. Et on s'est dit que on a vraiment testé des choses intéressantes. Donc en fait, au sein de ce projet, que ce soit coworking, le livre ou Think to Make, j'ai tout fait avec un ami qui s'appelle Manuel Schmachtik, qui a plutôt un parcours à la base d'art, mais qui est un excellent développeur aussi sur WordPress. Mais vous les respectez pas les gens sur WordPress, je pense. Hein, non, je sais pas. C'est pas des vrais développeurs pour vous les gens sur WordPress. Bon, pour moi, il m'impressionne parce qu'il tape des codes. Donc déjà, il a un niveau il y a Jésus et après il y a lui. Donc enfin, il y a vous, tous ceux qui font des codes. Et on s'est dit mais c'est incroyable, ça fait 4-5 ans qu'on fait énormément de choses. Il serait intéressant de rendre un peu matériel. Et on a justement développé ce livre. Alors ça c'est la partie marketing, donc c'est vendu à 10 francs aujourd'hui. Dédicace incluse, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui est intéressant, c'est comment on a fait ce bouquin. C'est parce que je pense que c'est plus votre sujet à vous. C'est-à-dire que donc cette première version, on a tout fait sur du print on demand. C'est-à-dire on a travaillé sur la plateforme CreateSpace. Vous connaissez CreateSpace d'Amazon? Ok. Donc en gros, avant, il fallait passer par des maisons d'édition traditionnelles pour écrire un bouquin. Et puis maintenant, tu peux uploader un PDF. Et puis, en une semaine, tu reçois le bouquin à la maison. C'est à peu près ça, basiquement. Là, celui-là, il est imprimé en Pologne, par Amazon. Et donc, on a tout fait de cette façon-là. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on a travaillé. C'est que on a utilisé la plateforme GitHub. Vous connaissez GitHub? Oh merde, non, enfin, vous connaissez vachement bien GitHub. Moi, j'ai découvert GitHub. Et on a balancé tout le contenu du bouquin sur GitHub. Et on a utilisé une plateforme et un logiciel qui s'appelle Markdown. Vous connaissez Markdown aussi? Ok, bon, bref. Vous connaissez tous ces trucs-là, moi je les connais pas, et c'était très intéressant d'écrire un truc physique, par contre ça je pense que vous l'avez pas vraiment fait jusqu'à maintenant, d'écrire un truc physique sur une plateforme virtuelle. Donc, voilà un peu le parcours. Est-ce que jusque-là vous avez des questions? Ok, je continue, donc c'est bon, enfin vous maîtrisez. Oui? Non, mais c'était Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est notre équipe pendant le développement. Donc on se voyait de temps en temps autour de l'ordinateur. Ça, c'est notre designer pour le livre. Mais la plupart du temps, en fait, on s'est jamais vu.
Donc on a tout écrit, désynchronisé, jamais en se voyant. Et puis finalement le projet a pris une année. C'est super intéressant d'écrire un bouquin. En fait, tout ce qu'on sait, on pourrait le traduire sur quelque chose de matériel. On ne le fait pas assez souvent, je trouve. Et parce que ça mature aussi la réflexion. Le projet a démarré il y a 1 an, donc il y a 2 ans. Et on l'a fini en août 2017. Mais finalement, c'était les 3 derniers mois où on a fait le bouquin. C'est assez impressionnant parce que tu imagines quelque chose et l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est qu'on imagine quelque chose qu'on veut faire, mais on ne définit pas un planning. C'est un truc un peu bizarre, alors c'est mon côté gestionnaire de projet peut-être, mais on a une espèce de vision, mais on ne dit pas quand. Et finalement, ton truc, il traîne dans ta tête jusqu'au jour où tu dis, en fait, j'aimerais le finir jusqu'au 1er août 2017. Et au moment où tu as fait ça, c'est comme s'il y a une espèce de configurateur dans l'esprit, ou un informaticien dans ta tête, je sais pas, qui se met à configurer tout ton travail, toute ta vie pour réaliser ce truc jusqu'au bout. Et c'est vraiment intéressant à le mettre en pratique. Donc, si vous avez l'occasion de mettre en écrit ce que vous faites au travail, ça peut être extrêmement enrichissant. Je vous invite à le tester. Donc, en plus, actuellement, tout le monde peut écrire un bouquin. Dans ce cadre-là, on a passé par la maison d'édition un manuel, parce qu'il écrit plusieurs bouquins dans plein de domaines différents. Il écrit des interviews et des choses comme ça, pour faire toute la mise en page, etc. du livre. Et alors, de quoi parle ce bouquin? Ce bouquin, il parle justement de ce que je vous disais avant, finalement. C'est comment est-ce qu'on fait de nouvelles idées? Et comment est-ce qu'on le fait avec les autres? On a défini 5 chapitres qui sont les 5 ici. La plupart du temps, quand on imagine quelque chose, on a la tendance à se balancer dessus et à vouloir tout de suite faire, à vouloir coder, et pas passer par la phase qui est définir ou identifier. En gros, quel est le problème qu'on résout et à qui ça va apporter de la valeur. Parce que c'est cool d'écrire des choses ou de faire des choses pour le fun. Ça s'appelle du loisir. Mais c'est quand même vachement plus sympa quand ce loisir peut se transformer en quelque chose d'utile pour les autres. Et on a défini justement 5 éléments pour définir un projet. Enfin, vous faites, j'imagine, un peu de la gestion de projet. Vous faites de la gestion de projet. Qui fait de la gestion de projet? Tout le monde fait de la gestion de projet. Ok, quels sont les 5 paramètres clés pour définir le début d'un projet? Vous faites de la gestion de projet ou pas? Déjà le coût. Le coût, ok. Est-ce qu'il y a besoin? Qui l'a dit? Est-ce qu'il y a un besoin? Ok. Le temps. Le temps, ok. Smart. Smart. Faune. Smart, c'est qui? Mesurement acceptable. Réalisable, temporel, ok. D'autres? Les ressources. Les ressources. Ok, d'autres? À quoi ça va servir? En gros, on pourrait discuter toute la soirée et tout le monde va donner quelque chose de pertinent. Et tout est pertinent. Non, sérieusement, tout est pertinent. Mais quelles sont les choses essentielles? On s'est posé cette question. Quelles sont les choses vraiment essentielles qu'on a besoin? Parce que tout est vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais quand tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, que ça soit une application, vous avez jamais fait avant ça une application, j'imagine. Si tu crées pour la première fois quelque chose, tu peux pas penser à tout. Tu peux pas penser forcément à tous les coûts, à toute la temporalité, etc. Et nous, on a défini 5 choses, 5, on va dire, anglais à garder à l'esprit et à écrire. Enfin, dans le livre, on propose plutôt d'une manière très pratique d'écrire. C'est quelle est la situation actuelle? Où sommes-nous maintenant? En gros, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que on est là maintenant? Donc, d'où on démarre quelque part? Aussi le pourquoi. L'autre élément qu'on a défini, c'est quoi, pas le but de cette solution que tu veux faire, mais plutôt la finalité, la vision. Chez BT, il y avait un magnifique texte de la vision, etc. En gros, de la situation actuelle, c'est quoi l'extrême de ce que tu essayes d'atteindre, en fait, la vision globale. Et ensuite, le troisième élément, c'est depuis cette situation actuelle, c'est quoi le prochain step, le but spécifique ou l'objectif pour les gens qui sont un peu managériaux
qui ont un parcours managérial là derrière. L'objectif spécifique, c'est en gros concrètement, depuis maintenant à l'avenir, qu'est-ce que tu vas faire, c'est quoi le prochain pas. Et quatrièmement, à quoi va ressembler le résultat. À quoi on s'attend concrètement. Et le dernier, c'est comment est-ce qu'on va définir que c'est un succès. Parce que quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, il faut quand même se mettre au clair sur c'est quoi le minimum du succès qu'on veut atteindre. Est-ce que c'est juste les papiers collés et puis qu'on va montrer à quelqu'un, à son chef ou à des amis pour créer un team et puis que les gens nous aident à le faire? Est-ce que c'est faire des levées de fonds je sais pas moi, 50 millions de francs? Donc, juste définir ça. Donc ça, c'est un peu un des éléments de la méthode FAIR qu'on a défini. Donc, on a pris en fait tout ce qu'on fait depuis ces 4-5 dernières années, plus toutes les méthodologies, design thinking, agile, lean startup, MVP, etc. Et on a essayé de faire quelque chose de très 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 simple pour des personnes qui veulent faire de nouvelles idées. Simplement dit. Enfin, j'espère que c'est assez simple. Le prochain slide, j'ai vraiment peur de le mettre. Parce que je me suis dit, c'est intéressant, mais j'imagine que vous connaissez, c'est l'Agile Manifesto. Est-ce que quelqu'un est déjà allé sur le site agilemanifesto.org? Ok. Beaucoup de gens parlent de l'Agile, etc. Moi, je découvre la méthode Agile, surtout ce qu'on fait. Mes clients sont principalement comme des sociétés industrielles. Donc, on utilise ces méthodes Agile et autres qui viennent souvent de l'informatique parce que les informaticiens, vous êtes un peu en avance pour les mettre dans des domaines plus traditionnels. Et on a intégré cette partie-là, donc les 4 principes fondamentaux du manifeste Agile, qu'on garde comme état d'esprit dans la manière de travailler, que je vous invite à aussi essayer de le garder. J'imagine que vous le pratiquez, donc il n'y a rien de nouveau pour vous. Mais peut-être c'est un rappel intéressant pour les prochaines fois. Est-ce que ça vous paraît pertinent ou c'est complètement à côté de la plaque? Est-ce que c'est juste pertinent pour les informaticiens ou potentiellement on pourrait utiliser ça dans d'autres contextes? Ça existe dans l'industrie aussi. Ouais. On appelle ça, avec de manière péjorative, l'autoérotisme, ce genre de choses, mais c'est un truc de feedback pour la position. Ouais, on essaye de faire des choses dans l'industrie. Bon, c'est difficile, enfin c'est pour certaines industries, certaines entreprises, c'est assez difficile, mais effectivement il y a des choses. Donc à méditer dessus. Donc ma présentation, enfin, elle arrive à peu près au bout. Ce que je voulais partager avec vous, c'était un peu ce que j'ai découvert ces 5-6 dernières années par rapport aux erreurs et aux milliers d'heures de formation, de lecture, etc., de pratique aussi, mais d'une manière simplifiée. Il y en a un peu plus dans le bouquin. Ça, c'est mon côté peut-être un peu marketing. Je vous dis un peu ce qu'il y a, mais pas tout. Enfin, je vous laisse découvrir. Je serais ravi d'avoir votre feedback aussi dessus. Donc, c'est 3 P, place, personne et processus. Quelques expériences donc avec que ce soit Felco, que ce soit Coworking Neuchâtel qui est devenu une entreprise actuellement. Donc, si ça vous intéresse de venir visiter, on a maintenant, je vous ai montré quelques photos, mais on a 230 mètres carrés à disposition actuellement. On a une quarantaine de sociétés. Je l'ai pas dit avant. On a des sociétés dans la crypto, dans la blockchain, qui sont des copains à BT. Il est où, monsieur BT? Ah oui. On a plein d'amis à vous. On a vraiment des métiers très 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 différents. Et ce qui est intéressant, c'est que gentiment, on commence à travailler ensemble. Parce que finalement, les gens viennent quand même pas pour travailler forcément ensemble. Ils viennent parce qu'ils ont besoin d'un bureau, pour une salle de réunion, ils ont besoin de faire de la domiciliation de leur entreprise, etc. Mais finalement, en se connectant et en passant un peu de temps ensemble, c'est la démarche collaborative, c'est une certaine intimité qu'il faut créer entre les gens. On commence à créer des choses ensemble. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, on fait aussi des événements si ça vous intéresse. Donc, c'était le deuxième exemple. Donc, la méthode, le client, Coworking Neuchâtel comme deuxième exemple. Le livre, un tout petit peu dans la manière dont on a procédé. Alors, j'ai l'impression que je ne vous ai pas tout dit. J'aimerais bien vous dire plein de choses, mais c'est déjà assez comme ça. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, on peut discuter. Si vous avez l'intention d'écrire un bouquin, venez me voir. C'est avec plaisir. Je vous donne toutes les choses qu'on a fait qui sont vraiment intéressantes.
Et puis, dernière chose, si vous souhaitez en avoir plus, on parlait de gestion de projet et autres, j'ai à peu près 2000 personnes qui reçoivent maximum une fois par mois un email de moi personnellement, c'est pas un truc automatisé que je délègue en Indonésie ou je sais pas où, avec des méthodes, des outils, des expériences, des tools. Donc, je vous invite à vous inscrire sur le site think2make.ch. Et puis, si vous voulez venir me rendre visite, donc l'adresse est place numéro 2, 2000 Neuchâtel, bâtiment de la Poste. C'est avec plaisir que je vous fais visiter les locaux. Voilà, j'arrive au bout. C'est bizarre pour moi de parler avec des informaticiens. Je me demande à quel point ce que je vous raconte est pertinent, donc je suis curieux d'avoir vos remarques ou vos questions maintenant sur tout ça. Tu parlais donc des 5 points pour l'initiation d'un projet, puis quelque chose qui est connu, hein, tu parlais de la vision. Par contre, tu n'as pas du tout abordé le côté stratégie pour soutenir ta vision. Alors, je suppose que c'est fait exprès. Oui. Et du coup, comment tu soutiens cette vision si tu n'as pas une stratégie derrière pour la... Écoute, ouais, c'est une bonne question. Alors, ça dépend. Si tu es dans un cadre d'entreprise, c'est souvent plus simple. Souvent, quand on travaille pour des projets, on explore. C'est totalement exploratoire. Donc, en fait, on fait de l'itération. Donc, on teste des choses et on fait des petits pas. Parce que finalement, le projet est qu'une méthode pour transformer l'organisation. C'est pas seulement le packaging, je vous ai montré, c'est juste un moyen finalement. Alors, il est important parce qu'il faut le faire, mais finalement, ce qui est le plus important, c'est ce qui va se passer dans l'organisation pour se transformer. Et peut-être la stratégie est là. Alors, elle n'est peut-être pas dit, mais c'est souvent ça, c'est une transformation organisationnelle. Oui. Enfin, c'est très pompeux comme mot, transformation organisationnelle, mais enfin, j'espère que vous comprenez le sens dessus. Quand vous êtes arrivé chez Pelco, vous leur avez dit qu'il faut mettre la tête du sécateur en bas. C'est quoi qui vous a amené à ça? Comment j'ai réussi à leur dire ça, tu dis? C'était quoi comment vous avez soutenu cette idée? Ah, j'ai mis une très belle femme comme hôtesse. Non, je plaisante. Non, alors on ne l'a pas dit comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première itération avec des solutions. On est reparti, on a évalué ces solutions. On leur a renvoyé des questionnaires pour donner des points. On s'est revu pour évaluer, analyser les résultats. Ce qui était très intéressant, c'est que dans les résultats, on a réussi à leur montrer à quel point ils n'étaient pas d'accord, mais statistiquement parlant. C'est-à-dire, on leur a dit, mais voyez cette solution, tout le monde est d'accord. OK? Et voyez cette solution, 50% des gens sont d'accord et 50% des gens ne sont pas d'accord. Et c'est souvent les solutions où il y a une divergence des points de vue que la solution est bonne. En fait, qu'elle soit innovante, qu'elle soit différenciatrice quelque part. Et on leur a dit, ce qu'on a discuté là, finalement, pourquoi est-ce qu'on travaille si c'est pour faire ça? Et puis ils se sont rendus compte eux-mêmes que c'était pas pertinent. Et puis l'autre, ils étaient là, mais il y a quelque chose, mais on n'arrive pas à le détecter. Donc en fait, c'est par des statistiques, parce que tu peux pas aller aux gens et dire, écoutez, c'est quand même un peu nul, hein, votre truc là, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Et puis votre truc de packaging Apple, quand même, quoi, c'est un peu... Les gens, ils travaillent sur le terrain, ils sont pas à San Francisco, quoi, dans des buildings. Donc, on leur a montré d'une manière chiffrée, quelque part, qu'il y avait des écarts. Et en faisant ce travail-là, ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'il fallait changer. Donc, on a commencé à changer, et puis on a proposé d'autres prototypes ou des POC. Et finalement, dans la dernière session, on est arrivé, puis on leur a montré 3 solutions, qui étaient 3 différentes solutions, vraiment très différentes, et on leur a demandé juste de faire une priorisation des solutions, de 1 à 3. En fait. Et finalement, eux-mêmes se sont rendus compte que ils voulaient cette solution du sécateur à l'envers, mais le monde du sécateur a toujours présenté le produit avec la tête de coupe en haut. Donc, c'est juste impossible de faire ce changement de mindset du jour au lendemain. Mais ces itérations d'évaluation et de réflexion ont fait qu'eux-mêmes ont fait le travail. En fait, ça c'est la manière dont on a procédé. C'est très difficile d'arriver aux gens et de dire alors ça peut marcher ou pas. Et toujours dans cette histoire de sécateur, en fait, c'est quoi du coup? Et j'en ai plein en stock, hein, si jamais je l'ai fait à 65 francs aujourd'hui. Non, oui, pardon. C'est quoi qui marcherait dans mieux de mettre à l'envers Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit cette partie-là. Ce qui est intéressant avec le sécateur à l'envers, je vais retourner juste dans le slide du coup peut-être. Tac.
c'est que ça, c'est à peu près comme toutes les sociétés de sécateurs présentent. Historiquement, tout le monde présente ça comme ça. Et quand on a fait les observations et les interviews ethnographiques, enfin, on a travaillé avec un anthropologue, c'est pas mon métier. Lui, il s'est rendu compte que les utilisateurs disaient, mais nous, on a envie de tester le produit, en fait, de l'essayer, on a besoin de toucher le produit avant de l'acheter. Et avec cette solution-là, on pouvait pas. Et on a essayé de voir des solutions où on peut toucher le produit sans le voler. C'est un peu ça. Ça, c'était la première constatation. On s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose dans ce style-là. Et ensuite, pour arriver à cette solution, on s'est rendu compte que le poids de la tête de coupe allait vers le bas. Et ça, c'était une autre information. Et encore une information supplémentaire, c'est que tous les produits sont présentés dans la réalité comme ça. C'est-à-dire, quand tu utilises un sécateur, tu ne l'utilises pas comme ça. Tu l'utilises comme ça. Et tu le mets dans ton... comment ça s'appelle les trucs pour à l'envers, quoi. Donc, la tête de coupe est vers le bas. Les trucs pour les pistolets, en fait, c'est le même nom. La housse qui m'a parlé. C'est un fourreau. Pardon? C'est un fourreau. Un holster, c'est un holster, ouais, ça doit être ça. Et puis, du coup, toutes ces informations, on leur a donné, mais finalement, on n'avait pas vraiment cette solution. Nous, on n'est pas arrivé à cette solution nous-mêmes. C'est en faisant les évaluations, au fur et à mesure, où on s'est rendu compte que, en faisant ça, on pouvait tirer la languette, toucher le produit, mais avec la languette, le produit est quand même protégé. Donc, tu peux pas le piquer, en fait. Donc, ça, c'est une information. Deuxième, c'est que de cette façon-là, le produit est beaucoup plus stable dans les magasins où tu le poses. Troisièmement, les utilisateurs nous disaient que, en fait, pour eux, c'est tout à fait logique que le produit soit présenté plutôt comme ça que comme ça. C'est comme si, comme ça, c'est plus authentique. Parce que ça fait c'est la réelle utilisation du produit. Et comme ça, c'est un truc de marketeur, en gros. C'est à peu près ça. C'est comme ça qu'on est arrivé à la solution avec eux, en fait. Enfin, Felco, c'était un exemple peut-être de l'état d'esprit dans lequel on a développé le projet. Alors, je ne suis pas un expert en sécateur ou en packaging. Enfin, on fait des projets packaging, on fait des projets de développement de produits. Typiquement, on est sur un projet avec eux sur des systèmes de jonction. Je fais vraiment des projets très, très, très différents. Mais le cœur, c'est toujours quelque part la même approche. C'est toujours d'une manière très systématique. C'est-à-dire, on démarre toujours avec ces 3 P. On fait un briefing, le briefing nous donne les zones d'ombre nous permettent de savoir qui on va impliquer, on fait des sessions de brainstorming pour développer des MVP, les MVP nous permettent d'avoir des feedbacks des utilisateurs, et ensuite, enfin, la gestion de projet standard quelque part, mais avec ses spécificités de l'espace et des profils. Et puis notre mission pour Coworking Neuchâtel, je ne l'ai pas dit, mais c'est d'offrir le meilleur environnement de travail au plus grand nombre de professionnels. Donc, on a l'objectif de prendre le bâtiment de la Poste. C'est ça. Non, c'est marrant, tout le monde rigole quand je dis ça. Tout le monde rigolait aussi quand on disait qu'on voulait aller là, en fait, parce qu'on était une association au début complètement fauchée, et on n'avait vraiment pas les moyens d'aller là. Et finalement, on se rend compte que quand tu as commencé à avoir une vision, la configuration se met en place, et puis l'univers se met en place pour que les choses se réalisent. Donc, je vous invite à en savoir plus. Si vous voulez faire des économies, de vous inscrire sur le site web. Si vous avez 10 francs, prendre un bouquin si ça vous intéresse. Si vous voulez venir visiter le coworking, c'est avec plaisir que je vous le fais visiter. Et puis si vous avez d'autres questions sur des projets, sur le développement d'entreprises, venez me voir parce que j'ai aussi d'autres casquettes où on soutient des entrepreneurs gratuitement par la Confédération. J'ai plusieurs autres casquettes, typiquement Génilem qui est une structure de soutien à l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'est quelques casquettes comme ça. Ouais. J'avais une question par rapport à... définissez quelles sont les zones d'ombre. Ouais. Et qui c'est qu'il faut impliquer. Ouais. Et puis, vous avez des utilisateurs, c'est ce que vous avez fait à l'époque, mais comment est-ce que vous trouvez ces personnes? Alors, les experts et les utilisateurs. Oui. J'ai la chance, c'est que ce qu'on fait est assez particulier. Alors, c'est une chance et en même temps c'est un problème, c'est compliqué à expliquer, mais c'est une chance parce que souvent, ça attire plein de gens qui veulent être invités dans des sessions pour les clients, qui veulent faire des stages, qui veulent venir travailler, enfin, on a de tout. C'est un moyen.
Donc il y a aussi du coup on a un énorme réseau. Je disais donc dans les nouvelles, les actualités que j'envoie, il y a actuellement plus de 2000 personnes qui les reçoivent. Alors c'est pas énorme pour peut-être d'autres choses, mais pour une petite structure comme la nôtre, c'est déjà une belle taille. Pour avoir 2000 personnes qui s'intéressent, ça fait plaisir. Et du coup, on a un large réseau en fait, et on fait du recrutement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher les gens, les profils intéressants, et on va voir s'ils sont intéressés à participer. Parfois, c'est rémunéré. Parfois, typiquement, j'en sais rien, moi, quelqu'un de Swiss Timing va travailler avec quelqu'un de chez Metalor. Typiquement, on discutait avec Metalor l'autre jour, parce qu'il y a un truc pertinent sur la traçabilité de l'or et sur la vitesse de je sais pas quoi. J'invente des choses. Alors, les entreprises sont extrêmement intéressées à faire ces connexions-là, parce que c'est ce qui manque en fait. Il y a plein de gens très compétents dans leur domaine, mais ce qui manque, c'est des ponts. Et nous, notre job, c'est de faire ces ponts. Alors, les gens viennent franchement très facilement contribuer. J'ai un exemple de la semaine passée, justement, Metalor, ça me fait penser à ça, où j'étais en réunion avec eux pour une discussion d'un projet. Et puis au même moment, je reçois un appel du service de l'économie avec qui on travaille pour le coworking, qui me dit, écoute, j'ai quelqu'un dans la blockchain sur la traçabilité des produits. Qui vient de Londres, est-ce que tu pourrais juste lui faire visiter le coworking parce qu'il aimerait installer sa société, puis nous on est en train de faire de l'expansion, etc. Et puis du coup je dis aux gens de Betalor, ça vous intéresserait de connaître quelqu'un dans la blockchain qui fait de la traçabilité de produits? En gros les mecs super motivés. Et puis du coup je leur dis, patientez 5 minutes, je vais aller accueillir le gars. Et puis du coup j'avais 2 séances en parallèle, c'était assez drôle. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait 2 séances en même temps. Donc je suis allé dans l'autre pour l'accueillir et puis discuter avec lui quelques mots avec mon anglais assez limite. Et je lui ai dit, écoute, j'ai des gars qui sont les leaders mondiaux, enfin un des leaders mondiaux des métaux précieux, est-ce que ça t'intéresse de discuter d'or? Alors évidemment le mec, oui. J'ai fait, ok, on va le voir, donc j'ai connecté les deux ensemble dans la réunion. Alors c'était pas du tout organisé, c'était pas du tout le process comme je viens de vous expliquer, c'était pas ça, mais c'était uniquement cette connexion. Et en faisant cette connexion, finalement, c'était hyper pertinent. Et on est rentré en contact, du coup les mecs ils sont intéressés pour démarrer un projet, l'autre il est intéressé de travailler avec eux, enfin c'est des ponts qui se font. Et quand je parle de ces 3 P, c'est finalement les personnes dans un environnement particulier avec un process efficient. Et ça c'est ce qu'il faut faire, je pense, enfin. C'est ce qu'on fait quoi. Recrutement. Peut-être une dernière question rapidement si... On va gentiment passer à la suite. Alors, non, déjà. Merci beaucoup pour votre attention et votre tolérance.